Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Le continent africain est donné comme le continent de l'espoir. D'autres analystes estiment même que le continent africain pourrait devenir le moteur de l'économie mondiale. L'espoir, il est donc permis. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, vous êtes à l'émission Eco Hebdo. Tout le plaisir est pour moi de le présenter et je vous dis bienvenue. Voici le sommaire. Dans cette émission, c'est la question du tour traditionnel de l'actualité avec Aïcha Koulibaly. Le dossier de la semaine sera consacré aux pertes qu'engendrent les transferts d'argent sur le continent africain. Pour en parler, nous aurons en duplex M. Achille Pibasso, il est journaliste depuis Douala. Après ce duplex, nous aurons une interview de Aïda Diarra, elle est directrice Afrique de Western Union. Après la directrice Afrique de Western Union, nous aurons dans la page invité de la semaine le directeur régional de la SFI, la Société financière internationale, LSEC, Sarankebe Koulibaly. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va faire l'ossature, si vous voulez, l'articulation de cette émission de Eco Hebdo. À présent, je vous invite à suivre le tour de l'actualité économique avec Aïcha Koulibaly. Le prix du kilogramme du coton au Burkina Faso chutera de 245 à 225 francs CFA pour la campagne 2014-2015, a annoncé l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina, AICB. La campagne cotonnière 2014-2015 va se dérouler dans un contexte économique marqué encore par la poursuite de la baisse du cours du coton sur le marché mondial, selon les membres de l'AICB, alors que les acteurs de la filière espèrent une production de 800 000 tonnes de coton graine. Sur la base du prix de tendance calculé à partir d'une moyenne triennale, le mécanisme de lissage a permis de déterminer le prix plancher du kilogramme du coton graine pour la prochaine campagne cotonnière à 225 francs CFA pour le premier choix et 200 francs CFA pour le deuxième choix. Transfert d'argent, perte de plus de 900 milliards de francs CFA pour l'Afrique. Les pertes enregistrées par le continent africain dans les transferts d'argent sont énormes. Même si les chiffres peuvent varier d'une étude à une autre, tout le monde s'accorde sur le caractère onéreux de ces transactions qui ont un impact sur les économies des pays africains. Dans son dernier rapport publié le 16 avril 2014, l'ONG britannique Overseas Development Institute rapporte que les pertes enregistrées chaque année par l'Afrique du fait des transferts d'argent atteignent 1,8 milliard de dollars, soit 900 milliards de francs CFA. Des montants qui connaissent une constante hausse depuis plus de 2 décennies que certains opérateurs ont lancé leurs activités en Afrique, en l'occurrence Western Union et MoneyGram, qui font office de leader dans ce segment. Une courbe ascendante qui laisse croire que la barre de 1000 milliards de francs CFA pourrait être atteinte et dépassée au cours des prochaines années. Le fonds souverain libyen, Libyan Investment Authority, qui dispose de 66 milliards de dollars d'actifs, vient d'annoncer qu'il va se réorganiser et créer 3 entités dès 2015. L'annonce a été faite en fin du mois d'avril par le président du fonds souverain Libyan Investment Authority, Abdulmajid Breich. En effet, un fonds sera chargé d'accumuler des capitaux pour les générations futures, un autre sera en charge de la stabilisation du budget et un troisième va investir dans des projets locaux, à savoir les infrastructures et le transport. Le fonds va confier près de 11 milliards de dollars à des sociétés de gestion extérieure. Selon les propos d'Abdulmajid Breich, lors d'une interview donnée à l'agence américaine Bloomberg, l'externalisation de la gestion de ces actifs se situe dans le cadre d'un programme de restructuration qui prévoit de subdiviser LIA en 3 fonds distincts à partir de 2015. Je le disais au sommaire de ce numéro de Eco Hebdo, le dossier de la semaine il sera consacré au transfert d'argent sur le continent africain, notamment les pertes que ces transferts occasionnent sur le continent africain. Pour en parler, nous avons M. Achille Pibasso en ligne depuis Douala au Cameroun. Achille, bonsoir. Bonjour,
Bamako. Première question, Achille Pibasso. L'ONG britannique Oversize Development Institute révèle dans son dernier rapport que les pertes enregistrées chaque année par le continent africain dues au transfert d'argent atteindraient les 1,8 milliard de dollars US, ce qui fait 900 milliards de francs CFA. Alors, Achille, qu'est-ce qui occasionne ces pertes sur le continent africain? Oui, ces pertes sont principalement dues au coût élevé des transferts d'argent imposés aux usagers, c'est-à-dire imposés aux Africains, par des opérateurs du secteur. On constate que ces opérateurs sont en même temps juges et partis. À partir de ce moment, la loi sur la concurrence est fautive, ou bien sur le marché. Il y a d'un côté celui qui impose ses prix, de l'autre côté celui qui est obligé de consommer. On constate que la relation est déséquilibrée et du fait de ce déséquilibre, les Africains sont malheureusement, tout le monde pour l'instant, obligés de subir ce diktat et d'enregistrer cette perte colossale qui atteint 900 000 francs CFA par an. Achille, une deuxième question pour vous. Le même rapport de la même ONG indique en outre qu'en Afrique subsaharienne, les frais sont en moyenne de 12% sur les transferts de 200 dollars US, ce qui représente carrément le double de la moyenne mondiale. Alors, qu'est-ce qui explique, Achille, cette disparité? Voilà, ça c'est un paradoxe parce que l'Afrique subsaharienne, déjà c'est une zone pas très nantie, c'est une zone assez pauvre, mais malheureusement c'est cette zone-là qui est obligée de payer le double des prix. Alors, c'est une situation dramatique justement parce que en Afrique subsaharienne, il y a principalement deux opérateurs, c'est-à-dire nous évoluons en situation de biopôle. Cette ligne-là, ces opérateurs, pour ne pas les nommer, Western Union et MoneyGram, contrôlent 90% du marché. À ce moment, Dieu peut s'entendre parce que le biopôle n'est pas très différent du monopole. On est dans une situation de marché où les deux opérateurs peuvent s'entendre pour appliquer un tarif applicable à tout le monde. À ce moment-là, on n'est pas très loin du monopole. Malheureusement, c'est la situation qui se passe où les deux firmes qui contrôlent l'essentiel du marché imposent les prix aux pays africains en même temps quand il faut faire des emplois, en même temps que ce soit qu'on soit aux États-Unis, ou bien qu'on soit en Afrique pour faire le transfert de fonds en direction de l'Occident. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de cette situation de biopôle, l'Afrique subsaharienne, malheureusement, sera obligée de payer le prix de nos pays. Une dernière question pour vous, Achille Pibasso. Ils sont nombreux sur le continent africain ceux qui estiment que ces services instantanés comme Western Union ou MoneyGram sont beaucoup plus efficaces comparés au système bancaire classique, jugé trop lourd et complexe. Mais cela dit, la disparité, elle est là. Alors, Achille, pensez-vous que le continent africain dispose aujourd'hui de moyens pour corriger cette disparité? Honnêtement, pour le moment, l'Afrique ne dispose pas beaucoup de moyens. Mais elle ne doit pas rester pour autant bras croisés et subir cette situation comme si c'était éternellement cette situation qui est défavorable à son développement. L'Afrique peut corriger cette disparité de deux manières. Je pense la première solution serait effectivement qu'il y ait d'autres opérateurs pour qu'il y ait véritablement une saine concurrence dans le secteur. Je crois que si d'autres opérateurs s'installent, forcément, le marché va se réguler de lui-même. Et là, le consommateur aura le choix. En ayant le choix, forcément, les prix seront assez démocratiques. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il va falloir forcément qu'il y ait une régularisation, c'est-à-dire qu'il faut encourager les Africains à disposer d'un compte bancaire. Et c'est une vaste politique qui doit impliquer les pouvoirs publics en collaboration avec les banques pour voir dans quelle mesure on doit promouvoir la création ou l'ouverture de comptes
en décidant par exemple de supprimer un certain nombre d'agios bancaires, c'est-à-dire en créant des conditions de facilité pour permettre aux Africains de pouvoir disposer d'un crédit. À partir de ce moment, forcément, le taux de bancarisation également va connaître une évolution et le transfert d'argent ne sera pas forcément dépendant de ce transfert instantané quand utilisé par les Africains. Parce qu'en ce moment, si les banques peuvent mettre sur pied des systèmes de paiement assez rapides, je crois que cela peut constituer également une des solutions pour permettre à l'Afrique de ne pas subir les dictats des grands opérateurs. Merci Achille Pibasso d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes à Douala au Cameroun. Merci Achille et à très bientôt. Merci beaucoup. Ça a été une fois pour moi d'être sur un site câble. Et chaque fois que des telles initiatives sont prises, cela nous permet également de participer à votre mission. Qu'est-ce que tu fais ici au Cameroun? Du courage, nous vous encourageons. Ciao. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va nous conduire directement à l'interview qu'a bien voulu nous accorder la directrice Afrique de Western Union, Madame Aïda Diarra. Suivons. Le continent, vous savez, les flux de transfert sont généralement motivés par les flux migratoires. Ouais. Et ces flux migratoires, ils sont motivés par un besoin de se former, un besoin d'améliorer ses conditions de vie. Et cela se fait pas forcément. Les 2/3 de la migration en Afrique se fait à l'intérieur de l'Afrique, dont les besoins se diversifient avec la montée en charge des nouvelles technologies. Donc le chemin à parcourir en matière de servir le nombre de migrants africains qui a quitté non seulement son pays d'origine, mais même sa ville d'origine, reste encore très, très important. Il y a 60 milliards de dollars qui sont envoyés en Afrique, ce qui correspond, on va dire, à peu près à ce qui est envoyé en matière d'investissement direct sur le continent. On va dire que maintenant, c'est vrai que ces flux sont en accélération, mais c'est énorme. Alors, ce que l'on peut vous dire, c'est que ces fonds viennent du travail qu'ils font. Vous savez, moi, dans l'observation que j'ai pu faire de la diaspora à l'époque où j'étais aux États-Unis, il n'était pas rare d'avoir un migrant qui avait 2 emplois, 3 emplois en même temps, qui faisait les 3-8 pour non seulement améliorer ses propres conditions de vie, mais encore une fois, continuer d'accompagner les familles qui étaient restées par derrière. C'est celui qui envoie de l'argent pour que son jeune frère puisse continuer d'aller à l'école ou à l'université. C'est celui qui envoie de l'argent pour que son cousin puisse se former. Et ça reste assez impressionnant. Nous sommes parmi les leaders de l'industrie, si ce n'est le leader. Il faut savoir que pour une majorité des pays africains, le transfert d'argent représente près de 10% de leur PNB, ce qui est énorme. Il faut savoir également que le transfert d'argent a un effet multiplicateur. Rendez-vous compte, quelqu'un qui reçoit de l'argent, qui est en mesure de créer une capacité à acheter, à construire une maison, à accompagner un petit business, une petite activité, l'impact est vraiment exceptionnel. Une grande partie de ces flux, notamment en tout ce qui est transfert d'argent à l'intérieur du continent, continue de se faire encore de manière informelle. La capacité de représentation est liée essentiellement à l'environnement réglementaire. Dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, la réglementation demande à ce que ce soit une institution financière ou alors une institution postale qui puisse offrir l'activité de transfert. Il y a des juridictions qui sont relativement claires et qui l'interdisent. Par contre, là où c'est possible, l'intérêt que ces indépendants
apportent, c'est qu'ils permettent d'augmenter la capillarité du réseau et permettent d'offrir un service. C'est une question importante, pas simplement pour Western Union, mais pour toute l'industrie financière. Nous avons mis en place un processus de conformité qui continue de se développer. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, qu'on investit plus de 100 millions de dollars par an pour adresser dans la lutte pour tout ce qui est monitoring des transactions, formation de nos agents, leur mettre à leur disposition des outils qui vont leur permettre à eux également de suivre l'activité. On comprend que c'est la condition sine qua non pour continuer d'opérer dans ce secteur-là. Mais il s'agit vraiment d'avoir une analyse très pointue de l'activité et nous avons le privilège, de par le fait que nous sommes une compagnie globale, de pouvoir suivre les flux, non seulement à travers un réseau, mais à travers plusieurs pays. Et cela nous permet d'être proactifs dans la gestion des cas dont vous parlez. Je pense que déjà par essence, et au regard de ce que j'ai partagé avec vous, le transfert d'argent joue déjà ce rôle-là, n'est-ce pas? Il canalise dans un circuit formel des flux qui seraient passés, ou parfois qui ne seraient pas passés et arrivés au receveur. Et ça permet effectivement de pouvoir réinjecter ces flux dans l'activité économique d'un pays. Comme je disais, le chemin à parcourir est long et les opportunités sont d'autant plus importantes que la technologie évolue. On parle beaucoup en ce moment de canaux digitaux qui sont indispensables pour moi, pour le futur de l'Afrique, parce que ce sont ces canaux-là qui vont nous permettre de toucher le maximum de personnes aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a un effort conscient de fait par les régulateurs, par les partenaires bancaires, pour offrir d'autres plateformes de paiement aux usagers. Et nous devons de faire partie de cet écosystème-là. Et déjà, par exemple, vous prenez des pays où on peut recevoir de l'argent sur un portefeuille électronique, où on peut aujourd'hui déjà recevoir de l'argent, donner le choix au receveur de recevoir sa transaction sur un compte. Il y a des études qui ont été faites par des organismes du genre IFAD et autres, qui ont montré qu'effectivement, il y avait une corrélation entre le flux de transfert d'argent et la diminution de la pauvreté. Ça, ce sont des études qui ont été menées. Western Union contribue à canaliser des flux de transfert qui permettent l'amélioration des conditions de vie des personnes qui les reçoivent, mais qui également permettent des transferts de flux qui ont des effets multiplicateurs au niveau de la société et qui permettent justement d'augmenter les richesses. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut mettre en place des programmes qui vont permettre effectivement de développer des activités de manière un peu plus structurante? Je pense que oui. Qu'est-ce que cela demande? Ça demande probablement des partenariats ou en tout cas avec des institutions qui vont canaliser et permettre ce type d'efforts. Je vous donne juste un exemple. Les entrepreneurs dans leur pays d'origine, pour pouvoir avoir accès à des flux financiers. Pour moi, ça c'est un autre des exemples de comment Western Union contribue à créer de la valeur et de la richesse sur le continent. Après cette interview qu'a bien voulu nous accorder la directrice Afrique de Western Union, nous allons partir directement avec l'invité de la semaine qui est Sarankebe Koulibaly. Elle est directeur régional de la SFI. La SFI, c'est la Société financière internationale. Suivons. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver au Mali. Pour bénéficier de la chaleur et l'accueil dans votre pays. Mais ensuite, l'objet de ma visite était essentiellement de venir réaffirmer l'engagement de l'IFC auprès du Mali suite
la crise qu'elle a connue récemment et m'entretenir avec le Premier ministre, un certain nombre de membres du gouvernement que je remercie pour leur disponibilité et la qualité des échanges. J'ai passé également beaucoup de temps avec la communauté d'affaires et en particulier avec nos clients, parce que comme vous le savez, la vocation de l'IFC, c'est de travailler avec le secteur privé. Et donc nous avons eu des échanges fort intéressants qui ont permis de faire le point de notre intervention au Mali, mais également de définir des axes d'intervention dans le futur. En réalité, l'IFC est une institution à part entière qui, avec la Banque mondiale et l'AMIGA, forme le groupe de la Banque mondiale. Donc nous travaillons depuis très longtemps au Mali. Nous sommes des partenaires de longue date et c'est vrai pour l'ensemble du groupe de la Banque mondiale qui est le principal bailleur de fonds et financier du développement au Mali, mais également le principal fournisseur d'assistance technique et de conseil. Pour ce qui concerne l'IFC, nous avons financé pour l'année 2013, notre année fiscale 2013, 5,3 milliards de dollars dans l'ensemble de l'Afrique et pour près de 65 millions de dollars en matière d'activités de conseil. Au Mali, nous avons financé un certain nombre d'activités dans l'agro-industrie, qui est un des secteurs les plus porteurs pour le Mali. De façon générale, nous, on est fondamentalement intéressés, nos priorités stratégiques, qui sont d'ailleurs en droite ligne avec celles du gouvernement malien, c'est le financement des infrastructures, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de développement, et notamment dans le secteur de l'électricité en particulier, parce qu'il y a un gros déficit de génération d'électricité dans la plupart des pays de la région Afrique. Ensuite, le secteur agriculture, agro-industrie, parce que s'il est très porteur et très créateur d'emplois. Donc nous investissons de façon importante dans ce secteur de façon générale. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est celui qui peut avoir fondamentalement beaucoup d'impact dans nos pays. Nous œuvrons également à l'amélioration de l'accès au financement des PME-PMI, parce que ça c'est le sang même, c'est le cœur de l'activité économique dans nos pays. Et ça, c'est à travers non seulement des mécanismes de financement, mais également du soutien en matière de conseil et d'accompagnement des PME-PMI. Évidemment, on finance la santé, l'éducation et un certain nombre d'autres secteurs. Mais les infrastructures, ça c'est vraiment fondamental, parce que notre intervention vise essentiellement à créer, à transformer les conditions structurelles pour que les entreprises privées puissent opérer de façon viable dans le truc. Et un des piliers de cela, c'est le climat des affaires. Améliorer le climat des affaires, créer des conditions qui créent des opportunités pour toutes les entreprises, pour toute personne qui est prête à entreprendre quelque chose. Écoutez, je pense qu'en collaboration très étroite avec la Banque mondiale, nous travaillons vraiment à stabiliser d'abord l'environnement macroéconomique. Notre institution sur la banque a été présente en termes à travers diverses
programme pour la relance économique. Pour ce qui concerne l'IFC, nous travaillons principalement comme je le disais, au niveau des infrastructures et accroître la fourniture d'électricité à travers deux projets d'énergie renouvelable, dont le projet Kenyé par exemple, et un projet dans le domaine solaire qui vont ajouter 75 MW à la capacité de génération du Mali. Ça représente presque 20% de la capacité installée aujourd'hui. Et c'est extrêmement c'est appréciable et on espère que ça va pouvoir faire la différence au niveau du fonctionnement des entreprises et au niveau même de la santé économique du Mali de façon générale. Deuxième aspect, c'est encore l'agro-industrie, où nous nous intéressons à travailler de nouveau avec notre institution, nos collègues de la Banque mondiale, à développer des agropoles qui vont permettre de valoriser vraiment les avantages comparatifs du Mali dans le secteur de l'agriculture. Et travailler également à développer des filières de la chaîne de valeur, travailler tout le long de la chaîne de valeur avec des investisseurs dans ce secteur, mais surtout pour permettre qu'ils soutiennent également des petits exploitants tout au long de la chaîne de valeur. Ensuite, travailler également au niveau des PME-PMI, parce que ça c'est une priorité de façon générale. Mettre en place le cadre réglementaire pour le crédit bail, parce que ça c'est une source de financement privilégiée en fait pour les PME. Comment dire, créer vraiment un environnement qui permettrait aux entreprises d'opérer de façon viable. Et à la demande du ministère des Finances, cette année, nous sommes en train de lancer un travail un nouveau programme au niveau du climat d'investissement qui va essayer d'aller beaucoup plus loin que le doing business et vraiment regarder la compétitivité et améliorer la compétitivité du Mali. L'utilisation optimale des ressources, ça évidemment c'est fondamental. Et c'est pour ça que pour notre part, nous nous attachons vraiment quand on s'implique dans des projets, à ce que ce soit dans des conditions compétitives et transparentes, qui permettent une allocation optimale des ressources et définir des règles du jeu au niveau de l'économie. Et ça, c'est tout le travail du climat des investissements. Vous voyez, quand vous avez des règles du jeu transparentes, simplifiées, claires, il n'y a pas de matière à interprétation, donc il n'y a pas de possibilité de créer des situations où l'argent ne va pas où il doit aller. Mais cela dit, l'utilisation efficace des ressources, la gouvernance, ce ne sont pas les seuls éléments qui participent en fait à l'essor économique. Il y a la stabilité des pays, beaucoup de pays fragiles en Afrique qui sont en situation de conflit. Il y a la disponibilité de financement qui est un autre facteur. Il y a comment dire, la conception et l'exécution de programmes et de politiques appropriés, et notamment à travers le climat des affaires. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont des conditions tout aussi importantes. L'accès au financement des PME, par exemple, qui contribuent en fait à l'essor économique, à la création de conditions qui permettent aux gens non seulement d'exprimer leurs talents, de pouvoir les valoriser et de pouvoir se sortir eux-mêmes de la pauvreté. Quand vous créez les conditions aux entreprises, aux individus,
ils en profitent et puis ils essayent de créer des opportunités pour eux-mêmes et pour leur famille et pour pouvoir se sortir de la pauvreté. Mais je pense qu'il y a énormément à faire et pour AFC parce que les défis sont à la taille vraiment à une échelle colossale. Et pour la SFI, nous restons toujours à l'écoute, à essayer d'améliorer, d'accroître l'offre de produits que nous pouvons apporter à ces marchés en collaboration avec les banques, le secteur financier local. Il y a beaucoup à faire au niveau des gouvernements, il y a beaucoup à faire au niveau de la société civile et beaucoup à faire au niveau des institutions financières de développement de façon générale. L'IFC est l'institution dédiée au développement du secteur privé, je dirais, la plus ancienne et la plus importante, de par le fait que nous travaillons de façon globale et par la taille de nos engagements financiers. Mais nous restons fondamentalement des gens très très passionnés par le développement et sommes engagés auprès de l'Afrique parce que nous croyons en l'Afrique. Nous croyons qu'il est possible de faire la différence, en fait, si vous voulez, et d'améliorer les conditions d'existence des Africains avec non seulement des politiques appropriées, mais également un soutien au secteur privé. Le secteur privé, c'est celui qui va générer les millions d'emplois que l'Afrique, la jeunesse africaine exige en fait. Et dans le futur également, c'est le seul qui va pouvoir générer la prospérité et la richesse. Donc pour cela, nous sommes très très engagés et nous croyons que nous pouvons faire une différence en Afrique. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de ce numéro de Eco Hebdo. Tout le plaisir était le mien de vous le présenter. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur le continent. Merci et à très vite. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.